Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, une mini vidéo sur les résidences universitaires. Aujourd'hui on va rencontrer un étudiant qui habite dans les résidences universitaires. Il va un peu nous parler de comment est la situation de vie, comment est le mode de vie, comment ça se passe avec la colocation en résidence universitaire. Là nous sommes dans la résidence universitaire du QTR, nous sommes le bâtiment H. Alors l'étudiant il se trouve devant. Il va nous expliquer un peu comment ça se passe, le milieu de vie, le coût de son loyer, comment il fait en tant qu'étudiant. Donc, il s'appelle Medar. Merci. On le suit. Salut les amis, nous voici à nouveau dans la chambre de l'étudiant qui doit nous recevoir dans les résidences de l'UQTR. Il va se présenter devant vous et voilà. Salut Medar. Bonjour Yvan. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, pas de souci. Je m'appelle Medar Seria. Je suis étudiant à l'UQTR et je viens du Tchad. Et quel est le programme d'études que tu fais à l'UQTR? Très belle question. À l'UQTR, je fais une maîtrise en maths et informatique appliquée avec mémoire. Donc, en gros, on combine à la fois les gens qui ont le profil des mathématiques et de l'informatique pour nous former à devenir véritablement des chercheurs. À l'origine, c'est ça. Mais avec la demande du marché et tout, il peut y avoir des gens qui ont à la fois le profil de mathématiques et informatique, comme ceux qui ont de l'ambition de devenir des data scientists, des data analysts. Donc, c'est en fonction des cours optionnels et tout ça que chaque étudiant aura à choisir un cursus à suivre selon ses ambitions, selon les débouchés que le programme offre. Ok, ça c'est vraiment super ça. J'ai remarqué ton écran avec les codes écrits. Ce que sur les abonnés vont remarquer ton code. Pour les experts en mathématiques, peut-être qu'ils vont programmer la même chose. Ouais. Maintenant, la question que me vient à l'esprit, c'est quel est le diplôme qu'il faut avoir pour faire une maîtrise en mathématiques et informatique? Alors, pour être admissible dans cette maîtrise des mathématiques et informatique appliquée, il faut avoir un background, d'abord comme le nom du programme dit, en maths et informatique. Donc, il y a des gens qui viennent des génies logiciels, il y a des gens qui viennent de la télécommunication, il y a des gens qui viennent des maths et statistiques. Donc, il y a toute une forme de panoplie de background, de licences, comme on dit chez nous là-bas, c'est la licence. Ici, c'est le terme baccalauréat qui convient. Donc, ceux qui ont déjà terminé leur baccalauréat ou leur licence dans une filière qui est en rapport avec les maths et l'informatique peuvent postuler dans ce programme-là. Maintenant, les conditions d'admissibilité varient. On demande d'abord d'avoir, par exemple, une moyenne générale minimum de 12. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est que s'il y a des gens qui veulent venir, il faut bosser dur pour pouvoir respecter ces critères-là. Et je pense qu'ils vont même pouvoir mettre le lien en description qui pourra rédiger les gens vers les critères d'admissibilité. Ok, merci beaucoup. Effectivement, je mettrai en description pour tous ceux qui sont intéressés par le programme d'études de la maîtrise en mathématiques et informatique. Je vais mettre le lien en description ça va aider beaucoup de personnes à aller voir en détail les informations. Effectivement, les informations, comme je vous ai dit dans cette chaîne, on vérifie. Donc, vous allez aller vérifier. Maintenant, Medar, j'ai une autre question pour toi. On dit bien, c'est bien beau de faire l'école et tout, mais quels sont les débouchés d'emploi après l'obtention de ta maîtrise? Ok. Il y a différentes sortes de débouchés d'emploi pour une personne ayant terminé une maîtrise en mathématiques et informatique appliquée. Donc, l'objectif de la formation, c'est de nous former à devenir des chercheurs. Donc, d'abord, la première option, si l'étudiant veut continuer ses recherches, peut postuler pour un autre PhD en doctorat. Mais l'université de l'UQTR ne faut pas encore des doctorats en mathématiques et informatique. Donc, l'étudiant peut poursuivre une formation en doctorat dans une autre université, une autre école. Maintenant,
il y a aussi d'autres profils, comme par exemple les gens qui ont pour ambition d'aller sur le marché de l'emploi, donc travailler dans des grandes firmes, dans des grandes entreprises comme Google, Facebook. À la fin de la formation, ils auront tout le nécessaire pour pouvoir démarrer leur carrière dans ces grandes entreprises. Donc, si quelqu'un qui a, au cours de la formation, ayant pour ambition de devenir data scientist, aura aussi à choisir des cours qui vont lui permettre d'acquérir toutes ces compétences-là. Donc, à la fin de la formation, un data scientist aura à aller sur le marché de l'emploi pour faire des travaux sur la data science des data en général. Donc, on peut devenir data analyst, data scientist avec la formation, tout comme on peut devenir un consultant en recherche, parce que comme on termine avec une rédaction mémoire, l'intention derrière, c'est de nous habituer vraiment à faire de la recherche scientifique. Donc, on peut devenir un consultant en recherche, tout comme on peut très bien avoir des compétences pour pouvoir travailler dans une entreprise bien placée. Ok, merci beaucoup. Donc, si je résume bien, les débouchés sont, on peut faire son doctorat et sortir comme chercheur avec un doctorat. Oui. On peut être data scientist ou data analyst. Oui. On peut devenir consultant, c'est ça, recherche, oui. En recherche. Et est-ce qu'on peut devenir analyste informatique? Oui, on peut très bien devenir analyste informatique parce qu'il y a beaucoup de cours qui se tournent autour de la programmation. Donc, on peut très bien devenir un programmeur analyste. C'est correct, c'est possible. C'est super ça. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par la maîtrise, voilà les débouchés. Maintenant, est-ce que une personne qui a un baccalauréat en informatique, est-ce qu'il peut devenir analyste informatique? Quelqu'un qui a un baccalauréat en informatique, d'abord, qu'est-ce qu'implique d'être programmeur analyste, par exemple? Donc, quelqu'un qui est programmeur analyste, c'est vraiment un programmeur généraliste. Donc, tout le baccalauréat, en fait, comment on va dire, c'est encore une partie du tâche. Donc, pour devenir vraiment un analyste programmeur, il faut faire une maîtrise qui pourra encore pousser les choses beaucoup plus loin. Donc, c'est un métier qui s'insère dans des génie logiciels. Et effectivement, une maîtrise en maths et informatique aussi forme les gens pour pouvoir bien démarrer en génie logiciel aussi. Donc, quelqu'un qui a un profil déjà dans le baccalauréat en programmation, analyste programmeur, peut très bien faire la maîtrise maths et informatique tout en ayant conscience que son objectif c'est de devenir un analyste programmeur. Donc, les choix des cours, tout ça doit prendre en compte afin d'aller vers ce métier-là. Mais par contre, il y aura, comment je vais dire, des contraintes parce que on fait beaucoup de mathématiques et il y a des matières obligatoires en mathématiques. Donc, cette personne-là serait obligée d'avoir quand même un background en mathématiques pour pouvoir bien terminer le programme. Ok, ça c'est vraiment merci beaucoup. Mais maintenant, ça, pour ne pas trop s'attarder, parce que le thème de la vidéo aussi c'est la vie d'un étudiant en résidence. En fait, mais pour finir, pour fermer la page de mathématiques et informatique, j'aimerais ajouter, est-ce que ceux qui font dans l'administration des bases de données, est-ce qu'après la maîtrise en mathématiques et informatique, ils peuvent faire continuer l'administration des bases de données? Est-ce qu'il y a aussi un débouché pour ça aussi, pour s'il fait ça? Honnêtement, c'est pas, cette médecine n'est pas adaptée pour les gens qui ont le profil admin 6. Parce qu'on est plus orienté vers les data. Donc, honnêtement, si quelqu'un qui a de l'ambition pour faire de l'admin 6 ou de la cybersécurité aura un peu de difficultés, bon, je ne sais pas quels sont les backgrounds du profil de l'étudiant qui aura choisi la formation, mais honnêtement, il y aura un peu de difficulté parce que la maîtrise est beaucoup plus orientée vers les data. D'accord. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, c'était vraiment enrichissant. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre l'Instagram de Medar en description, bon, pour tous ceux qui ont des questions par rapport à son programme d'études. Et à la fin aussi, je vous réserve une surprise que Medar va vous annoncer à la fin de la vidéo. Bon, Medar, comme nous sommes venus te rendre visite, j'aimerais savoir que tu nous parles un peu de la vie aux résidences. Comment comment est ta vie dans les résidences universitaires ici? Ok.
pour parler de la vie de la résidence, je vais prendre juste une anecdote. Parce que quand je suis arrivé à Trois-Rivières, c'était en plein hiver, donc j'ai eu la chance que quelqu'un du campus a pu m'accueillir. Donc cette personne-là m'a permis en fait de m'intégrer, on va dire comme ça. Donc je suis arrivé dans un appartement où il y a 4 chambres avec salon et c'était déjà plein. Donc j'étais obligé d'abord de prendre une chambre au quartier. Et après, quand l'hiver est passé, je suis revenu au campus parce qu'il y avait une chambre qui s'est libérée. Pourquoi je suis revenu au campus? C'est ça la bonne question. Les chambres qui sont au campus sont vraiment accessibles, vraiment aux étudiants. Les prix, comment on appelle, l'atmosphère des études. Exactement, d'où voilà. je glisse directement te demandant combien payes-tu le loyer ici? Au début, je payais $280, mais après, avec comment on appelle, j'ai renouvelé mon contrat donc de septembre pour juste 8 mois. Donc il y a aussi ces genre de comment on appelle des critères qui entrent en compte, la durée du contrat, combien de temps l'étudiant va faire, en fonction de ça le prix varie. Donc maintenant je paye $395 par mois. Donc en gros ceux qui ont prennent des contrats pour une durée de 12 mois vont payer moins cher que ceux qui prennent des contrat pour des durées moins de 12 mois. C'est ça qui est assez en ligne. Ok, donc ça veut dire que si un étudiant vient ici, s'il signe un bail de 12 mois, il paye $280. Ouais. Et si quelqu'un prend un bail plus court, peut-être 8 ou 7 mois, il va devoir ajouter $100 de plus. $100 de plus. Ouais. Maintenant, ça c'est au niveau du loyer. Et comme tu as dit, tu es arrivé, tu ne vivais pas aux résidences, tu es venu bien après. Ouais. Maintenant, quand tu t'es installé dans les résidences, comment était ton adaptation avec les autres colocataires, parce qu'il y a des cultures différentes, des pays différents. Tu es quitté du Tchad, maintenant tu es en colocataire avec plusieurs personnes de pays différents. Ouais. Comment était l'ambiance? Comment tu te sentais? C'est vrai que chaque personne a sa personnalité, chaque personne a ses coutumes, ses modes de vie et tout. Mais quand on est dans un milieu où on fait face à ce genre de diversité, premier réflexe de d'abord dire est-ce que je peux m'intégrer en faisant des tâches communes ou bien en faisant des activités sociales avec les autres. C'est comme ça que l'homme va apprendre à connaître d'abord les gens avec qui il vit et pouvoir s'adapter à leur personnalité, et aussi en retour vont s'adapter à la personnalité de l'autre et ainsi va naître le respect. Par contre, il y a aussi, on va dire, tout n'est pas parfait, donc il peut y arriver des mésententes, des différences d'opinion dans les résidences et tout. Et quand il y a des conflits comme ça, le mieux c'est de le régler pour pouvoir bien vivre ensemble parce que c'est la vie en communauté. Et je voulais ajouter un truc, c'est que quand on vit en communauté, il y a des avantages dans le sens où, juste un exemple, en hiver, si par exemple moi, je n'ai pas de loto, si la personne avec qui je vis a des lotos, on peut très bien se déplacer avec son auto dans ce sens-là. Par exemple, je suis en difficulté, l'autre a besoin d'aide et que je peux l'aider, alors je peux l'aider. Ça, c'est la vie en communauté. Par contre, aussi, il ne faut pas oublier que chacun vient ici avec ses objectifs. Donc, il ne faudrait pas que la vie en communauté aussi soit un frein dans l'atteinte de l'objectif de l'autre. Donc, c'est chacun vraiment de pouvoir définir comment on appelle ses besoins, ses attentes pour pouvoir vivre dans ce cadre-là. Il y a des gens qui préfèrent prendre, par exemple au niveau d'Égypte, prendre 1, 2 et demi, donc ils sont seuls dans la maison. Ils vivent paisiblement, ça c'est leur choix. Donc pour moi, il y a autant des avantages pour vivre en communauté que des désavantages, tout comme vivre seul aussi, ça a des avantages et des inconvénients. Waouh, vraiment tu as tout dit. Là, tu as vraiment tout dit. Alors, je vais vous résumer. Il vous a vraiment parlé de comment était la vie. Il vous a fait comprendre que la diversité s'enrichit. C'est très enrichissant, la diversité. Et tous ceux qui viendront en résidence ou bien dans des colocations hors campus, vous allez toujours rencontrer des personnes d'autres pays, de nouvelles cultures. Il faut s'adapter parce que chacun vient avec sa part de culture en lui, sa part d'histoire. Et
que ce soit la nutrition, chacun va faire la cuisine en fonction de son histoire. Exactement. Et c'est un peu ça. Donc, il faut se le vivre ensemble, en fait. Maintenant, une autre question pour toi, Meda. Okay. Est-ce que les résidences sont très loin des commerces, comme les épiceries, les supermarchés? Est-ce que c'est proche? Non, les résidences ne sont pas trop loin. Comme par exemple, on peut déjà souligner qu'il y a Maxi ici qui vient d'ouvrir. Ça, c'est tout proche. C'est juste 7 à 10 minutes de marche. On y arrive et on rentre. Tout comme il y a des bus qui sont là et tout. Donc, les épiceries ne sont pas très loin. Tout comme les fast-food ne sont pas très loin. Donc, c'est vraiment, comme géographiquement, c'est bien placé pour que les besoins des étudiants soient satisfaits à ce niveau-là. Ok, ça c'est super. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent souvent que vivre aux résidences, c'est comme vivre peut-être dans une prison parce qu'ils vont croire qu'ils ne sont pas libres. Maintenant, j'ai une question pour toi, Meda. Oui. Est-ce que devant les résidences, il y a un gardien qui vous empêche de sortir à une certaine heure ou bien vous pouvez sortir et entrer à n'importe quelle heure? Et quelle est la sécurité qui était mise en place au niveau des résidences? Ok, au niveau de la liberté, c'est plus au niveau de, comment dire, dans l'appartement, donc il y a des contrôles réguliers pour s'assurer que les appartements sont nettoyés, sont bien rangés et tout, mais c'est des contrôles de 2-3 mois. Par contre, la question concernant s'il y a un gardien de l'immeuble, non, il n'y a pas de gardien, chacun a ses clés des portes principales, clés des chambres. Donc, vous êtes libre de sortir à n'importe quelle heure, de venir à n'importe quelle heure, comme vous voulez. Mais par contre, on ne dérange pas le concierge quand on sort tard, on rentre tard et qu'on n'a pas de clé sur soi. On ne dérange pas le concierge, on ne dérange pas les voisins. Le bruit aussi, c'est vraiment interdit de faire des bruits, surtout dans la semaine. Par contre, les week-ends, c'est un peu toléré, mais surtout dans la semaine, il n'y a pas de bruit. Donc, il n'y a pas de gardien. Il y a, comment on va dire, des pseudo-libertés quand même pour sortir et revenir n'importe quelle heure, comme la personne veut. Ok, merci Meda. Comme il a bien répondu, il n'y a pas de gardien, on ne vous dit pas, maman ou papa ne dit pas que rentre à 19h. Mais ça ne veut pas dire ici que quand vous allez arriver directement, comme il n'y a personne pour être à côté de vous, vous allez plonger dans, comme on dit souvent, dans les bruits. Non, non, non. La consommation d'alcool est interdite. C'est bien de préciser ça. Ok. Et maintenant, je tiens aussi à ajouter ceux qui viennent ici pour se marier dans les chambres là. Non, 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 ne vous mariez pas dans les chambres étudiants. Faut pas me déranger ici. Ouais, faut pas déranger les voisins. Voilà. Donc, si vous voulez vous marier, s'il vous plaît, quittez d'abord votre chambre étudiant, finissez vos études et allez penser à vous marier. Et allez vous marier. Ne nous dérangez pas ici. Ok, Meda. On tire un peu vers la fin et comme promis, Meda va vous dire un peu, parce que Meda fournit des services, hormis son programme d'études, il fournit des services. Ouais. Alors il va nous parler un peu de ces services avant qu'on conclue la vidéo. Ok, pour faire bref, je suis freelance développeur web. Donc, pour, comment dire, pour en des termes plus simples, je crée des sites web. Donc, si vous avez besoin d'un site web, que ce soit d'un site e-commerce, d'un site vitrine, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram. Je pense qu'Yvan va se charger de ça. Et maintenant, je fais aussi de l'infographie, donc tout ce qui concerne les flyers, les logos, les designs de publicité. Vous pouvez aussi me contacter par rapport à ça. Merci. Ça, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais, Meda, parce que vous allez voir dans sa page Instagram, il n'a même pas encore tout publié dans sa page Instagram. Il fait les conceptions en fonction de ce que tu veux. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur 3 choses que j'aurais dû savoir. Et quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre que c'est ce genre d'initiative que j'encourage. Tous les étudiants qui viennent ici, je vous dis souvent que tous les étudiants, vous pouvez vous lancer à votre compte. Rien, l'immigration ne vous empêche pas de travailler sur votre compte. Réussis seulement tes études, mais tu peux travailler dans ton compte. Si tu fais un travail, c'est à tes heures. Tu fais selon tes heures. Ben, maintenant, le barème, ce n'est pas dépassé 20 heures. Alors, je vais vous mettre en description les services qu'offre Meda. Comme il vous a dit, il offre des services dans le développement des sites web, des flyers, la conception des flyers et sûrement aussi des applications mobiles. Pas encore? Je ne suis pas encore dans les applications mobiles. Okay. Ça ne va pas tarder. D'accord.
Donc, merci mesdames de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ouais. Donc, Merci, Yvan. Donc, on se dit... C'était un plaisir. Ok. On se dit donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.